au regard des décisions prises durant ces 5 années et de leurs conséquences sur le quotidien des gens, au regard d'un mode de gouvernance basé sur la manipulation, le mépris et la violence constante envers les opposants, au regard enfin de l'empreinte profonde qu'il laissera sur notre cohésion nationale, nous affirmons qu'Emmanuel Macron a été le pire président que la Ve République ait connu. Sur quoi basons-nous cette affirmation? On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Alors qu'ils s'apprêtent à rejoindre d'autres manifestants, ils sont interpellés dans le 8e arrondissement par les forces de l'ordre. J'avais un sac, là, avec 4 masques pour nous protéger des gaz qui sont pas du tout bons pour la santé. La famille est ensuite emmenée au commissariat et placée en garde à vue. Il nous a dit qu'on était en possession d'armes de catégorie 1. Dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. Il faut lui expliquer où on va. Il faut lui proposer de se transformer en profondeur. Réforme de l'assurance chômage présentée par Édouard Philippe hier. Double objectif, réaliser près de 3,5 milliards d'euros d'économies en 3 ans et faire baisser le nombre de demandeurs d'emploi. Cela va notamment passer par un durcissement des règles d'indemnisation. La liberté, c'est pas de se dire que finalement je vais bénéficier des allocations chômage pour partir 2 ans en vacances. En pleine campagne présidentielle, le sujet est potentiellement explosif pour l'exécutif. Ce rapport sénatorial de 385 pages révèle un phénomène tentaculaire sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Des dépenses publiques multipliées par 2 en 4 ans, au bénéfice de groupes privés tels que McKinsey. Non mais là, faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. Et dans l'ombre, des contrats juteux passés avec des ministères. Par exemple, la réforme sur les APL, 4 millions d'euros déboursés. Mais bon sang, regardez un petit peu ailleurs. Wouh, ça va? Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 euros, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Qu'est-ce que vous allez en faire? Bénéficiaires, il y en a de plus en plus des jeunes. Même en dehors d'ici, depuis 5 ans, j'en vois de plus en plus dans la rue. Monsieur le Président, est-ce que je peux tenter une roulade dans le jardin de l'Élysée? Allez-y. Merci beaucoup. Il va le faire en tout. Le 11 mai 2017, alors qu'Emmanuel Macron venait d'accéder à la fonction suprême, nous lui lancions, ici même, sur la jeune chaîne du fil d'actu, un avertissement. Si les Français l'avaient principalement élu sur le rejet de son adversaire, doublé d'une vague promesse de renouvellement de la vie politique, ces mêmes Français le jugeraient très bientôt sur ses actes. 5 ans plus tard, à quelques jours d'une autre élection, où le même Macron brigue sa propre succession, le jugement est bien là, et il est sans appel. Dans une enquête du 22 février dernier, l'Institut de sondage Odoxa nous en donne un aperçu clair. 57% des sondés jugent que l'action d'Emmanuel Macron contre le chômage a été plus négative que positive. Un score identique concernant son action contre l'insécurité. 61% jugent négativement son action dans le domaine de la santé, 62% sa politique fiscale, 66% rejettent sa politique éducative et environnementale, et 76% sa politique migratoire. Surtout, 74% des sondés estiment que l'action du président sortant, son action en elle-même, pas la conjoncture, a eu un impact plus négatif que positif sur leur pouvoir d'achat, leur préoccupation principale dans le contexte actuel. Un jugement qui pourrait peser très lourd dans les urnes ce dimanche, et plus encore le 24 avril. Pourtant, si l'impression générale est assez nette, il n'en demeure pas moins difficile de dresser un bilan exhaustif du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et pour cause, sans même évoquer le choc du Covid-19, qui, il faut le dire, a quelque peu chamboulé les plans initiaux de l'exécutif, ces 5 ans ont été marqués par une telle avalanche de décisions, de déclarations et de scandales, dont certains continuent d'émailler l'actualité, qu'il reste aujourd'hui difficile de prendre du recul dessus. Au point que si demain vous décidiez de faire un micro-trottoir et de demander aux passants de vous citer une mesure ou un événement emblématique de ces 5 longues et éprouvantes années de macronisme, il y a fort à parier que vous obtiendrez autant de réponses différentes que vous aurez interrogé de gens. Certains vous citeront les toutes premières mesures du quinquennat, celles qui dès le départ ont collé à Emmanuel Macron cette étiquette de président des riches, ordonnance travail facilitant les licenciements et réduisant le poids des salariés dans les négociations collectives, baisse de 5 € des APL, suppression de l'impôt sur la fortune. D'autres, les salariés du milieu associatif notamment, évoqueront la fin des contrats aidés.
la restriction des dotations aux collectivités locales, la restructuration de la SNCF, celle de notre système de santé via la disparition de services d'urgence, de maternité ou tout simplement de lits dont on ne savait pas encore à quel point nous les regretterions 3 années plus tard, le fiasco de Parcoursup et de la réforme du baccalauréat, ou encore les images glaçantes de centaines de lycéens maintenus alignés à genoux, les mains sur la tête sous les railleries de policiers. Voilà une classe qui se tient sage. Le scandale causé quand un intime du président, un certain Alexandre Benalla, fut surpris à molester des manifestants en pleine usurpation d'identité de représentants de la force publique. Le même Alexandre Benalla dont le coffre-fort disparaîtra mystérieusement la veille de la perquisition de son domicile. Un scandale qui inspirera à Emmanuel Macron, tranquillement retranché derrière son immunité présidentielle, un tonitruant « Qu'ils viennent me chercher » lancé depuis la cour de l'Élysée, inaugurant la mode des saillies méprisantes qui progressivement s'imposeront comme l'une de ses marques de fabrique. Regardez bien sa tête. Regardez bien sa tête, il a tabassé par terre. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Les Françaises et les Français détestent les réformes. Que dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Ce mépris affiché aura très certainement un impact déterminant sur l'ampleur prise à peine quelques mois plus tard par la mobilisation des ronds-points, qui deviendra le mouvement des Gilets jaunes. À l'origine de cette contestation sociale d'un type nouveau, impulsée par la France périphérique et massivement soutenue par la population française dans son ensemble, une nouvelle taxe sur les carburants, dépense déjà trop importante pour des millions de personnes dépendant de leur voiture pour travailler et peinant à remplir le frigo à la fin du mois. Du jour au lendemain, des gens n'ayant jamais manifesté de leur vie, unis par la nécessité, prendront d'assaut les ronds-points pour défendre leur dignité et leur niveau de vie. Un mouvement d'ampleur qui forcera Emmanuel Macron à reculer, lui infligeant une première défaite cinglante. Mais également un mouvement face auquel le président, apôtre apparent du dialogue et de la bienveillance, n'hésitera pas à employer le mensonge et la manipulation. On se souviendra de la fake news lancée par le ministère de l'Intérieur, imputant aux manifestants l'attaque d'un hôpital. Des gens ont attaqué un hôpital. Voire carrément une violence physique parfois totalement disproportionnée. Arrestations préventives d'opposants, manifestations interdites et dispersées à coups de canon à eau, yeux crevés, bras arrachés par des tirs de LBD, journalistes arrêtés ou passés à tabac. La fin de l'année 2018 restera pour beaucoup le moment de bascule vers une forme d'arbitraire et de dérive autoritaire d'un pouvoir dont les représentants n'hésitaient plus désormais à manier des discours de guerre civile. Parce que c'est une petite... Oui, je suis gilet jaune, pas ce gilet jaune. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Une stratégie de l'affrontement qui fera son lot de victimes collatérales, du jeune homme noyé dans la Loire suite à la dispersion un peu brutale d'une fête de la musique sous tension, à la vieille femme morte d'un tir perdu pour avoir ouvert sa fenêtre au mauvais moment. Mais si, pour beaucoup, cette taxe sur l'essence et la brusque polarisation qui s'ensuivit demeure le fait marquant du quinquennat, l'année 2019 ne marque bien sûr aucun coup d'arrêt à la politique d'Emmanuel Macron. On se souviendra bien sûr des cahiers de doléances étrangement disparus de la circulation, de la tentative de privatisation des aéroports de Paris, rapportant pourtant des sommes importantes à l'État. Celle de la Française des Jeux, rapportant pourtant des sommes importantes à l'État également. De la suppression du train de marchandises Perpignan-Rungis, dont la remise en place par le même gouvernement 2 ans plus tard sera présentée comme une énorme avancée écologique. De la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim et de l'abandon du projet Astrid 2 ans avant, là aussi, Emmanuel Macron ne change d'avis et décide que finalement, le nucléaire, c'est pas si mal. On se souviendra aussi d'une loi sur les transports écrite pour la première fois de l'histoire de la 5e République,
par un cabinet d'avocats privé et débouchant sur l'interdiction progressive des voitures dans les métropoles, instituant de fait une forme d'apartheid social exercée contre les habitants des zones rurales et périurbaines, oubliés du transport en commun et n'ayant pas les moyens d'acheter une voiture neuve. On se souviendra d'une réforme du chômage, réduisant drastiquement le pouvoir d'achat des personnes en recherche d'emploi, quand bien même elles auraient cotisé pour cela, et alors que le nombre de chômeurs était 28 fois supérieur au nombre de postes à pourvoir. Et bien sûr, on se souviendra d'un projet de recul, déjà, de l'âge de la retraite, d'une réforme écrite à la va-vite, sabrée par le Conseil d'État, massivement rejetée par la population, malgré plusieurs mois de propagande intensive, et finalement imposée par un 49.3, décidé dans un Conseil des ministres initialement consacré à cet étrange virus venu de Wuhan, qui ne semblait alors nécessiter aucune mesure particulière, sinon la pose d'affiches dans les aéroports, l'envoi de notre stock de masques à la Chine en signe de solidarité, et le rapatriement express de nos ressortissants infectés sur la base aérienne du département, qui deviendra, comme par hasard, celui des premiers clusters épidémiques de Covid-19. Le cadre de l'Estérel qui a participé aux opérations de rapatriement des Français de Wuhan est-il responsable du début de la contamination mondiale ? Absolument pas. Absolument pas. Et les faits ont été établis, ils ont été testés, ils n'étaient pas porteurs du virus. C'est lors de son audition devant la commission d'enquête du Sénat sur le coronavirus que Florence Parly revient sur ses affirmations. J'ai dit quelque chose d'inexact le 4 mars à France 2. Ce que j'ai dit en effet, c'est que les équipages qui étaient de retour de Wuhan à bord de l'Estérel avaient été testés. C'était un raccourci. À partir de là, les projets d'Emmanuel Macron, comme celui visant à transférer certaines compétences nationales à des grandes régions ressemblant de plus en plus à de nouvelles baronnies, seront bien mis en suspens. Mais la crise sanitaire sera surtout à l'origine de manquements, de tergiversations, de décisions souvent absurdes qui parfois contribueront plus à aggraver le problème qu'à le résoudre. On se souviendra tous d'Emmanuel Macron incitant les gens à se rendre au théâtre à quelques jours du confinement, ou maintenant à tout prix les élections municipales, malgré les risques. Un ami est décédé il y a 48 heures. Avons-nous le droit de nous rendre à son enterrement ? Et ce que je vais dire est terrible à entendre pour la téléspectatrice qui pose cette question. Mais je me dois d'être à la hauteur des fonctions que j'occupe. Et donc je vais répondre non. Nous ne devons pas, nous devons limiter au maximum les déplacements. Et même dans cette circonstance, et j'ai bien conscience de dire quelque chose d'une très grande dureté, même dans ces circonstances, nous ne devons pas déroger à la règle qui a été fixée. Je crois que c'est important que ce moment démocratique se tienne. Ma priorité absolue, c'est de protéger nos concitoyens. On se souviendra de ces membres de l'exécutif justifiant de laisser toutes les frontières ouvertes ou de maintenir un match de football Lyon-Turin malgré l'explosion de l'épidémie dans le nord de l'Italie au motif que le virus n'avait pas de passeport. On se souviendra de la porte-parole de l'Élysée, Sibeth Ndiaye, expliquant sur un plateau que les masques ne servaient à rien, qu'il était même dangereux d'en porter uniquement pour en faire accepter la pénurie. On se souviendra de la ministre de la Santé d'alors, Agnès Buzyn, démissionnant de son poste en pleine épidémie pour aller mener campagne à la mairie de Paris au nom de la majorité présidentielle. Alors je veux dire, dans la vie, rien ne me fait peur. Rien. On se souviendra d'un confinement décidé en catastrophe, des autorisations de sortie à imprimer et adressées à soi-même contre toute logique, des tergiversations multiples autour des commerces non essentiels, des protocoles sanitaires dénués de sens dans les écoles, changeant parfois 3 fois ou 4 dans la même semaine. On se souviendra des commerces contraints à la fermeture, condamnés à s'endetter pour des années en contractant des prêts garantis par l'État, très loin du « quoi qu'il en coûte » affiché par l'exécutif. On se souviendra du fiasco d'une campagne de vaccination confiée à une Union européenne incapable de commander à temps les doses demandées, de l'antagonisation de tout un pan de la population agglomérée sous le seul et même terme infamant de complotisme, parfois uniquement pour avoir contesté des mesures perçues comme liberticides, parfois pour avoir émis de simples inquiétudes légitimes concernant les effets secondaires de la vaccination. Inquiétude pas très différente en fait de celle que formulait Emmanuel Macron lui-même quelques semaines auparavant, à l'époque où ce complotisme était encore socialement acceptable. Dans plusieurs pays d'Europe continentale, on a vu des cas de thrombose, en particulier chez les sujets plutôt plus jeunes, plutôt féminins, qui ont tout de suite alerté. Au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, 2500 personnes peuvent être vaccinées quotidiennement. Mais depuis quelques jours,
les patients sont bien moins nombreux. C'est parce que les Français s'inquiètent des effets secondaires des vaccins. En particulier, le risque, pourtant très faible, de faire une thrombose après une injection d'AstraZeneca. Mardi, le président de la République, dans un entretien aux Parisiens, a chargé les 5 millions de Français qui n'ont pas encore reçu de dose de vaccin. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Enfin, on se souviendra des scandales marquant la fin du quinquennat, lorsqu'un Macron subitement converti, dans les discours à tout le moins, à la nécessité de réindustrialisation du pays, proposait de racheter la branche nucléaire d'Alstom pour 2 fois le prix auquel la vente avait été négociée en 2014 par celui que l'on a surnommé depuis le Mozart de la finance. Et bien sûr, on se souviendra des révélations brûlantes du Sénat sur le recours systématisé par l'exécutif durant toute la durée du mandat au conseil du cabinet américain McKinsey, facturé une fortune pour un travail que l'État aurait pu produire en interne, le tout pour voir cette firme échapper à l'impôt via une immatriculation au paradis fiscal. L'État en fait délègue une énorme partie de ses missions au secteur privé, ce qui n'est pas normal. C'est pas normal quand on a une administration qui est totalement en capacité de faire certaines missions. Et puis c'est pas normal en termes de gestion de l'argent public, l'argent des contribuables, parce que ces prestations-là, elles coûtent énormément d'argent. 1 milliard d'euros dépensés pendant le quinquennat, c'est le double des quinquennats précédents. Et la Cour des comptes nous disait aussi que ce qu'on paye une journée pour un conseiller McKinsey, c'est équivalent d'1 mois de traitement d'un fonctionnaire. Et même avec cette énumération déjà beaucoup trop longue, nous avons sans doute oublié la moitié de ce qui a pu nuire aux Français ou qui les a heurtés ces 5 dernières années. Surtout, si chaque mesure, chaque annonce, chaque petite phrase a pu poser un problème en elle-même, c'est bien l'articulation de tous ces éléments, le tableau global qu'ils composent, qui dévoile le sens réel du projet d'Emmanuel Macron. Un projet qui a pour lui un mérite, celui de la cohérence, et dont les conséquences s'avèrent bien plus néfastes pour la France et les Français que celle de la somme des partis qui le composent. Cela peut paraître étonnant avec le recul, mais lorsqu'Emmanuel Macron a été élu en 2017, le doute planait encore sur son réel projet. Qui se souvient par exemple que l'ex-ministre de François Hollande promettait alors aux Français qu'avec lui président, ils auraient droit au chômage s'ils démissionnaient de leur travail? Sans doute pas grand monde. Pourtant à l'époque, la promesse avait fait grand bruit et avait décidé une partie de la jeunesse, coincée dans des jobs ne correspondant pas à ses attentes, à placer une part de ses espoirs en lui. Pourtant, ce n'est pas un hasard si, une fois à la tête de l'État, Emmanuel Macron est très vite devenu le président des riches sans jamais réussir à se départir de cette étiquette. C'est qu'effectivement, toute la politique économique de l'ancien banquier d'affaires a eu pour objet de favoriser ceux qui étaient déjà les gagnants du système. Suppression de l'ISF, comme on l'a vu, mais aussi flat tax, en français, impôt forfaitaire unique sur les dividendes, en lieu et place d'une fiscalité progressive ciblant davantage les gros patrimoines, ou encore lissage de l'impôt sur les sociétés au profit des plus grosses firmes. L'image de président des riches ne semble pas usurpée. Pour autant, cette politique ne se présente pas comme bête et méchante, elle s'appuie sur une idée particulière du fonctionnement de l'économie, ce que l'on a appelé généralement le ruissellement. En gros, l'idée que si on baisse les impôts des plus riches et que tout va bien pour eux, alors ils investiront dans l'économie, créeront des emplois, et donc tireront à moyen terme l'ensemble de la société vers le haut. Une raison qui justifie en apparence de mener une politique inégalitaire à court terme, favorisant les riches au détriment des autres, même si cela implique de sabrer les APL, le livret A et les allocations chômage pour compenser les pertes immédiates, puisque de toute façon, au final, tout le monde sera gagnant, n'est-ce pas? Le problème, c'est que, comme on peut d'ores et déjà l'imaginer, les choses ne se passent pas aussi bien dans la vraie vie. Et d'ailleurs, les choses ne se sont pas passées comme ça ces dernières années. Car, dans le cadre d'un marché à la fois libre et mondialisé, si enrichir les riches favorise effectivement les investissements, rien ne dit que les sommes investies le seront en France, ni dans des secteurs d'activité essentiels. Et sur ce deuxième volet, nous nous trouvons là face aux limites d'un autre mirage de la Macronie, celui de la Startup Nation. Véritable lubie du président, les startups sont des entreprises supposées innovantes, se finançant par des levées de fonds et faisant miroiter aux investisseurs une croissance rapide permettant de spéculer sur leur valeur future. Problème, dans les faits, ces entreprises ne créent que peu d'emplois en France, et la question de leur utilité laisse parfois dubitatif. Il suffit ici de prendre un exemple pour le comprendre. Prenons celui de Sorare, la plus grande licorne française, start-up valorisée à plus de 4 milliards d'euros, réalisant des levées de fonds records et produisant
des cartes de joueurs de football virtuels sous forme de jetons non fongibles. On nous disait que c'était impossible et qu'au fond, la Startup Nation, comme beaucoup ont dit, c'était du vent. Mais collectivement, nous y sommes arrivés et avec 3 ans d'avance. Avec un nouveau venu hier, So Rare, j'avoue, pardon, mon inculture, je ne connaissais pas, qui vient de réaliser la plus grosse levée de fonds pour une jeune pousse de la French Tech, 680 millions de dollars de levée. Les utilisateurs peuvent acheter à travers des enchères des cartes virtuelles de joueurs, plus ou moins rares. Comme les cartes, pardon, je coupe, comme les cartes, oui. Pardon, comme les cartes Panini quand j'étais petit, qu'on ça. collait sur l'album, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf ça se passe en ligne. 680 millions de dollars de levée, ça valorise la boîte à plus de 4 milliards de dollars. Ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Thank you, Ryan. It's amazing to see the progress and cannot wait to see our product and design teams continue to build the best experiences for our community. Le tout en salariant sur l'ensemble de notre territoire à peine une grosse 50aine de personnes. Autant dire qu'en favorisant ce type d'investissement, les chances d'observer un ruissellement demeurent relativement minces. D'ailleurs, en octobre dernier encore, un rapport de l'agence France Stratégie soulignait l'absence de conséquences significatives sur l'économie réelle des mesures fiscales prises depuis 2017. Sous ses dehors innovants et disruptifs, Emmanuel Macron a donc bien favorisé une minorité aisée en lui permettant de spéculer sur du vent au détriment de l'économie réelle, des ménages français et in fine de notre cohésion nationale. Car si le ruissellement est et restera un mythe, les effets négatifs directs de la politique économique d'Emmanuel Macron, eux, sont bien réels. Perte de pouvoir d'achat, précarité accrue, conditions de travail dégradées sont les ingrédients suffisants d'un cocktail détonnant. Mais les effets immédiats de tels choix politiques sur le niveau de vie ne sont que l'aspect évident du problème, car les lois de l'économie sont telles que la contraction de la demande qui en résulte vient encore plomber l'activité. Pire, la consommation se reporte sur des produits importés, vendus moins cher grâce aux bienfaits de la mondialisation et du dumping fiscal, augmentant encore un peu plus la compétitivité de nos concurrents, appelant à toujours plus de délocalisation et plombant notre balance commerciale au déficit battant aujourd'hui tous les records. Au final, c'est toute l'économie qui est tirée vers le bas. Ce sont des millions de ménages, autrefois considérés comme la classe moyenne, qui voient leur quotidien se dégrader. Et c'est la société entière qui se divise en 2 catégories aux intérêts de plus en plus divergents. Les gagnants de la mondialisation d'un côté et de l'autre, toujours plus nombreux, les perdants de cette même mondialisation. Les premiers, minoritaires, sont aujourd'hui ceux qui s'apprêtent à accorder à nouveau leur confiance à un président sortant qui a su, au-delà de ce que chacun pense de lui individuellement, agir à leur avantage. Les seconds, majoritaires, sont ceux qui étaient sur les ronds-points en novembre 2018, ou qui ont affiché leur soutien au mouvement, faute de pouvoir y participer en mettant un gilet jaune sur la plage avant de leur voiture, qui, depuis, sont retournés à leur vie quotidienne, mais qui n'ont certainement pas disparu. Mais cette opposition fondamentale, qui de plus en plus structure la société française, ne serait sans doute pas aussi marquée sans les effets d'un second aspect, intimement lié au premier, de la politique macronienne. Oui, Emmanuel Macron a été le président des riches, mais il n'a pas été que cela. Il a aussi été le président de la dissolution méticuleuse de toutes les structures communes, au fondement de notre cohésion sociale et de notre pacte républicain. Une dissolution orchestrée avec la bénédiction, là encore, de ceux qui ont un patrimoine suffisant pour ne pas se soucier du patrimoine commun, voire qui en bénéficiaient directement, à l'instar des consultants de McKinsey, trop heureux de décrocher des contrats à la pelle sur les cendres de notre état social. Ainsi, l'école, l'hôpital, l'ensemble des services essentiels ont été profondément restructurés, dématérialisés, soumis à des méthodes de management issues du monde de l'entreprise, au nom de la rationalisation, de l'optimisation et de la réduction des coûts. Le problème ici, c'est que l'efficacité des services qui accompagnent les citoyens dans leur vie quotidienne ne se mesure pas à la seule question de leur compétitivité-prix, mais avant tout à leur capacité à remplir leur mission. En fermant les services d'urgence, en enlevant des lits d'hôpital au nom du tout ambulatoire, en remplaçant les infirmières et les personnels de terrain par des bed managers pensant le monde à travers des tableaux Excel,
Et ce, encore jusqu'à l'hiver 2019, l'exécutif a par exemple grandement fragilisé notre système de santé. Cela a bien sûr eu des conséquences terribles lorsque la crise sanitaire est survenue, car c'est toujours en période de crise que l'absence de structures communes se fait le plus sentir. Mais cela a également contribué, avant même cela, à tirer vers le bas la qualité de vie. Sans même parler des conditions de travail des personnels de santé, la possibilité d'être soigné près de chez soi, d'accoucher dans une maternité de proximité, de ne pas être jeté dans un taxi quelques heures après avoir subi une opération, sont autant de signes d'une société fonctionnelle. Et ce qui est vrai concernant la santé l'est aussi pour tous les autres aspects de la vie. L'éducation de qualité, une police assurant notre sécurité, une justice, une armée, des infrastructures de transport fonctionnelles, que vous viviez au cœur de Paris ou au fin fond de la France périphérique, en métropole ou en outre-mer, sont une condition pour se sentir appartenir à un même peuple, à une même nation, soit à une même communauté de destin. Or, tout cela n'est possible que si l'État, l'émanation de cette nation, y met les moyens. C'est d'ailleurs précisément à cela que servent nos impôts. Or, en désorganisant en profondeur les services de l'État, en tarissant ses sources de revenus et en taillant dans son personnel, Emmanuel Macron a porté un coup sans précédent à toutes ces structures communes. Il n'a même pas hésité, au nom de la décentralisation, de la liberté, de la différenciation entre les territoires, un bien étrange nom pour parler de la France, à promouvoir la possibilité pour les régions de trancher pour elles-mêmes, à leur échelle, certains enjeux pourtant clairement nationaux. Jusqu'à la proposition d'une autonomie accrue, brandie comme solution magique aux problèmes sociaux rencontrés par la Martinique ou la Guadeloupe, premier pas vers la remise en cause de l'unité territoriale de notre pays, là où les habitants attendent simplement de l'État, au contraire, qu'il fasse son travail. Une proposition répétée ces dernières semaines face aux troubles politiques pour la Corse, du pain béni pour les indépendantistes, là où, encore une fois, l'élément déclencheur a été l'incapacité pour un État affaibli d'assurer correctement sa mission. Une pratique de pompier pyromane, donc, où l'on affaiblit les structures communes pour ensuite déplorer le mauvais fonctionnement qui en découle, ce qui permet de justifier un nouvel affaiblissement de ces structures. Une pratique consistant à chérir systématiquement les causes de ce que l'on déplore, devenue marque de fabrique de la Macronie, et qui s'étend d'ailleurs bien au-delà de la question des services publics. Car les structures communes, celles qui font notre richesse en tant que nation, ce sont certes nos hôpitaux, nos écoles et nos collectivités locales, victimes de baisses de dotation, mais ce sont aussi nos capacités de production, industrie, agriculture, autant de secteurs d'activité qu'Emmanuel Macron a laissé dépérir sous l'effet d'une concurrence européenne et internationale toujours plus forte, pour ensuite appeler de ses vœux, comme réponse à la crise, les mêmes solutions qui ont mené là où nous en sommes, toujours plus fort, toujours plus loin, comme si une même politique pouvait subitement se mettre à produire des effets différents. Et cette érosion organisée, à la fois de nos capacités de production, de nos structures de solidarité nationale, de notre intégrité territoriale et de nos outils d'action collective, elle est absolument terrible. Elle l'est pour chaque Français, dont elle rend la vie plus difficile qu'elle ne l'était il y a 10 ans, 5 ans, voire même 6 mois, au fur et à mesure que les choses s'accélèrent. Mais elle l'est aussi pour notre cohésion nationale, en cela qu'elle affaiblit le sentiment d'appartenir à une même communauté, où, que l'on soit riche ou pauvre, on avait malgré tout accès à un patrimoine partagé. À la place, on voit poindre une société fracturée, où les gagnants de la mondialisation, déjà identifiés tout à l'heure, ont accès, depuis leur métropole, à tous les meilleurs services, pendant que dans la France périphérique, de Vierzon à Pointe-à-Pitre, tout est peut-être permis, mais plus rien n'est possible pour des citoyens privés d'emploi, privés d'hôpitaux, privés de services de proximité, privés de droit au chômage, privés de la possibilité de faire le plein, et bientôt même privés du droit de se rendre à la métropole la plus proche dans leur sale voiture qui pollue. Au fait que aujourd'hui on a trop de personnes et trop d'enfants notamment qui sont au niveau des pots d'échappement. Ah oui, un changement de comportement qui est aussi amené avec ça. Le confort d'avoir un habitacle au-dessus de la tête ou autour de soi n'est pas une évidence et qu'il faut changer d'esprit, changer des méthodes, des façons de faire. Le confort de la voiture, mais on parlait de ça. absolument. Patrick Tournesac, plombier chauffagiste en Ile-de-France, part en intervention chaque jour avec son véhicule. Passer à l'électrique lui reviendrait trop cher. Quant au transport alternatif comme le vélo cargo, il n'y croit pas. Je pense que vous voyez pas un type avec une baignoire en fonte sur le préporteur.
Voilà, vous ne voyez pas non plus un type avec un plombard, avec un poste à souder et des tuyaux de 4 mètres qui vont... Non, ça se voit pas. On sort d'une crise Covid. D'emblée, on commence à repartir tous ensemble, à reprendre de nos activités et boum, on nous dit il faut changer votre flotte. Et puis les trajets chaînés, c'est-à-dire je sors de chez moi, je vais travailler, je vais déposer les enfants à l'école. Bon, les enfants ont quand même perdu, me semble-t-il, en 40 ans, un quart de leur puissance cardiaque. C'est-à-dire qu'on n'est plus habitué à marcher, à changer, c'est toute une modalité. Pour l'instant, il n'y a pas de verbalisation. Donc les gens roulent quand même pour l'instant. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il y aura des verbalisations ? Barbara Pompili a annoncé des radars qui pourraient être effectifs à partir de l'année prochaine, qui seront en capacité de scanner vos plaques d'immatriculation pour savoir si vous avez le droit de rouler ou pas. Ce jour-là, on risque d'assister à un phénomène gilet jaune puissance 10. On est en train de créer une exclusion, une ségrégation par l'argent entre celui qui peut se payer un véhicule qui a le droit de rouler et celui qui malheureusement n'en a pas les moyens. Il y a 5 ans, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, souvenez-vous, le paysage politique était en pleine recomposition. À l'élection présidentielle de 2017, les partis traditionnels de l'alternance s'étaient effondrés et 4 candidats réunissaient autour de 20% des voix. En l'espace de quelques années, les choses semblent être devenues beaucoup plus simples. D'un côté, une minorité absolue, privilégiée, ayant pour elle la quasi-totalité de l'espace médiatique, est rassemblée derrière son champion naturel, Emmanuel Macron. De l'autre, une majorité ayant des intérêts communs, ne croyant plus au mythe selon lequel son bonheur dépendrait de celui des riches, mais toujours privée de représentation médiatique, tout comme d'un projet politique répondant de manière vraiment satisfaisante à ses besoins. Une faiblesse qui peut permettre à la minorité de conserver le pouvoir légal, mais qui ne suffit plus, depuis novembre 2018, à lui assurer le consentement des gouvernés. Et c'est bien cette réalité sociale et politique, la fin de la croyance en l'idéologie au pouvoir pour une majorité de gens ayant fait dans leur quotidien l'expérience de son échec, qui a mené au dernier aspect marquant du quinquennat d'Emmanuel Macron. La dérive autoritaire de son pouvoir et l'abandon de toute recherche de compromis national au profit d'un usage disproportionné de la manipulation, de l'humiliation et même de la violence physique. Manipulation bien sûr par le mensonge et par la peur. Si la politique est la recherche de solutions diverses face à des problèmes constatés, on aura rarement vu un gouvernement gaspiller autant d'énergie que celui-là à nier l'existence même des problèmes. Imaginons une personne étrangère, absolument pas au courant des réalités de la France, qui écouterait demain un membre de l'exécutif en parler. Cette personne aurait l'impression que la France est un véritable paradis. Que ce soit dans la bouche de Jean Castex, de Bruno Le Maire, de Gabriel Attal, la chose est entendue. Tout va bien. Le chômage n'a jamais été aussi faible, la croissance si haute, l'économie si florissante et les Français si heureux. Et peu importe si rien de tout cela n'est vrai, si en réalité, la destruction nette des emplois industriels a continué depuis 5 ans, si notre balance commerciale atteint le déficit record de son histoire, une perte nette de 85 milliards d'euros l'année dernière, ou si le pays, hier grenier à blé de l'Europe, n'est même plus en capacité de nourrir sa population. La désinformation tourne à plein régime et n'a rien à envier aux méthodes qui scandalisaient nos journalistes et autres fact-checkers lorsqu'elles étaient employées par un Donald Trump. Une désinformation s'effectuant parfois a posteriori. On pense ici à la gestion de la pandémie, où ce qui était un mensonge hier devenait parfois du jour au lendemain une vérité incontestable, un excellent moyen pour le gouvernement de ne jamais avoir à rendre de compte. Le gouvernement recommandait à une époque de ne pas porter de masque. Jamais de la vie, c'était les scientifiques qui disaient cela. Une manière de réécrire l'histoire dans un exercice de mise en valeur permanente, avec pour effet, très certainement désiré, d'embrouiller jusqu'aux observateurs les plus attentifs de la vie politique. Avril, c'est là où la doctrine commence à changer. Et vous avez vu que les scientifiques, et c'est leur droit, et même j'allais vous dire, tant mieux, face à ce virus, ont changé plusieurs fois de recommandations et d'avis. Il y a aussi un autre truc qui mérite, c'est quand j'entends les politiques dire ah oui, les scientifiques ont changé de doctrine. Mais globalement, mettre un masque pour se protéger d'un virus respiratoire, ça fait presque un siècle qu'on le sait, quoi. Nom de Dieu. Une désinformation, enfin, à laquelle s'ajoute le chantage à la peur, comme lorsqu'en plein déplacement de campagne, le 31 mars, Emmanuel Macron exposait, sans sourciller, que si son adversaire avait été élu à sa place, les Français n'auraient pas eu droit au vaccin contre le Covid ou auraient été dévaccinés, un concept dont la signification nous échappe encore. Si l'extrême droite, il y a 5 ans, avait gagné, vous n'auriez pas eu de vaccin parce qu'on serait sorti de l'Europe.
et la France n'a pas produit de vaccin. Si l'extrême droite, il y a 5 ans, avait gagné, vous auriez peut-être eu de l'hydroxychloroquine, puisque c'était les convictions du moment. Si l'extrême droite, il y a 5 ans, avait gagné, eh bien vous auriez été vacciné en décembre et dévacciné en janvier, parce que c'était les convictions. C'est ça la réalité, faut aussi le dire. Mais plus encore que cette désinformation, c'est l'humiliation constante de ses opposants qui semble caractériser Emmanuel Macron. Bien sûr, tout le monde se souvient du « casse-toi pauvre con » de Nicolas Sarkozy, ou des propos rapportés de François Hollande sur les 100 dents. Mais avec Emmanuel Macron et ses ministres, c'est 10, 15, 20 sorties de ce genre qui nous viennent en tête. Surtout, au-delà du mépris quotidien, la Macronie n'hésite pas à puiser dans les registres de l'infamie, de la calomnie, voire de la psychiatrisation pour disqualifier ses adversaires. On se souviendra par exemple qu'en février 2019, les gilets jaunes, jusqu'alors de simples beaufs roulant au diesel, sont subitement devenus des antisémites patentés, rappelant les heures les plus sombres de notre histoire. 3 ans plus tard, alors qu'éclate la guerre en Ukraine, ce sont les concurrents d'Emmanuel Macron à l'élection qui du jour au lendemain deviennent pro-russes et pro-Poutine dans les principaux médias. Peu importe si Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Valérie Pécresse ou Fabien Roussel dénoncent d'une même voix l'invasion de l'Ukraine, ils sont, tous autant qu'ils sont, on vous le dit, des partisans de Vladimir Poutine, suspectés de trahir leur pays pour une poignée de roubles. Et quant à tous ces électeurs découvrant effarés le recours abusif par Emmanuel Macron au cabinet McKinsey pour le conseiller dans son entreprise de dépeçage de notre état social, ce sont bien sûr des victimes du complotisme, cette maladie mentale qui touche les gens crédules et qu'utilisent à leur fin ces ennemis de la raison que sont les populistes. Non mais là, faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Jamais on ne délègue ce service public à des prestataires extérieurs. Tout à fait, heureusement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non mais toute cette polémique est liée, franchement, beaucoup aussi de gens qui ont fait des contre-vérités. Alors, si tous ces discours, tout ce mépris, toutes ces attaques permettent aux déjà convaincus, nombreux chaque jour, de se rassurer sur leur appartenance au camp moralement supérieur du bien, sur la population générale, sur cette foule haineuse de Gaulois réfractaires, le résultat est bien sûr beaucoup plus mitigé. Qu'à cela ne tienne, reste alors à Emmanuel Macron une dernière carte qu'il n'hésite de toute évidence plus à employer depuis quelques années maintenant. Le recours de manière disproportionnée et à des fins personnelles à la force armée. Ces 5 dernières années, chaque mouvement massif contestant les fondements du projet macroniste, de la révolte des ronds-points à la mobilisation pour maintenir la retraite à 62 ans, a été la cible d'une répression féroce. Ce n'est pas un hasard si les images d'yeux crevés par des tirs de LBD, de bras arrachés par des grenades, d'arrestations arbitraires et de tentatives de censurer la presse et les réseaux sociaux sont désormais étroitement liées au nom du président sortant. C'est qu'en intensifiant le clivage social, en creusant une fracture évidente entre deux France, Emmanuel Macron n'a désormais plus que cela pour imposer ses vues. Politique au seul service d'une petite classe parasite, majorité sociale méprisée et abandonnée, destruction des biens communs et de la cohésion nationale, violence et arbitraire face à tous ceux qui refusent cette politique, voilà le bilan réel d'Emmanuel Macron. Un bilan qui laisse le pays exsangue, confronté à une crise sociale, économique, sanitaire, politique sans précédent et qui nous permet d'affirmer sans le moindre doute que oui, Emmanuel Macron est bien le pire président de la Ve République.